Martin Boucher, qui vient nous parler de l'expérience utilisateur et la création de valeur pour le gouvernement et pour les citoyens. Mesdames et messieurs, Martin. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être ici. Je remercie les organisateurs de l'invitation. On est des collaborateurs réguliers de la chaire. On participe depuis quelques années au programme, notamment Pro Bono. Aujourd'hui, je vais vous partager nos activités. Vous êtes tous des praticiens du domaine du UX. Donc, j'ajoute le mot humblement. Je vais vous partager humblement ce qu'on fait comme pratique, mais surtout ce qu'on a fait comme constat, puis en quoi ça nous aide à transformer. En fait, l'ambition qu'on avait au départ de notre aventure, c'était de réinventer la relation entre l'État et le citoyen, qui est une pas pire commande. Donc, comment on arrive à faire ça? Comment on a recours au UX? Et j'ai assisté aux conférences juste avant, puis je n'ai pas préparé nécessairement de contenu en lien avec l'intelligence artificielle, donc j'en suis désolé, mais je vais peut-être faire une petite parenthèse quand même dans ma présentation. Donc, on va parler beaucoup de Québec.ca, le développement de la nouvelle vitrine numérique du gouvernement du Québec, une vitrine unifiée, mais la construction de Québec.ca, ça s'inscrit dans un grand mouvement qu'on appelle la transformation des communications gouvernementales. C'est une stratégie dont la mise en œuvre a débuté il y a 6-7 ans. Donc, on a adopté au Conseil des ministres une stratégie d'optimisation des communications numériques et des présences web gouvernementales. Point. Et bien, son petit nom, c'est la transformation numérique des communications gouvernementales. Donc, là-dedans, il y a un développement du marketing numérique, il y a la gouvernance, donc un processus d'approbation, d'orientation de projet. Il y a une série de normes aussi, les médias sociaux gouvernementaux et bien sûr le développement de Québec.ca. Une de nos orientations centrales, c'était exprimée comme ça dans notre stratégie, c'était de prendre des décisions basées sur des données probantes. Des choses évidentes pour vous, mais moi, je partage ce qu'on a réussi peut-être à faire auprès de personnes qui ne sont pas des spécialistes de design, qui ne sont donc pas spécialistes du UX. Donc, comment on arrive à prendre des décisions basées sur des données probantes? Ça, c'est très facile à écrire dans une stratégie. Dans à peu près toutes les stratégies qui concernent le numérique, on a ça. Virage citoyen, virage client, prendre des décisions basées sur des données probantes. Donc, l'écriture de la stratégie, ça allait bien, mais le déroulement de ça, puis l'implantation de ces pratiques-là, bien encore aujourd'hui, ça fait plus de 6 ans qu'on est là-dedans, puis on est encore en train de travailler à orienter nos décisions sur des données probantes. Je fais une mini-parenthèse. On entend dans nos échanges avec nos collègues des ministères des choses comme on parle d'un projet en particulier et le promoteur du projet nous décrit son projet, puis il finit par nous dire, tu sais, Martin, nous, là, ce qu'on veut, c'est faire un « wow ». Donc, je ne sais pas si vous avez entendu ça déjà. Et là, on me dit, bien, on se le répète tellement dans l'équipe là, que je pense qu'on va acheter les droits d'auteur de l'expression « wow ». Puis moi, ma réponse est toujours la même, c'est « je suis désolé de décevoir, là, mais je veux un wow ». Là, ça fait 6 ans que je l'entends, 3 fois par semaine. Donc, il y a quelqu'un, manifestement, qui a les droits avant vous. Et nous, ce qu'on répond à ça, c'est que, savez-vous, c'est quoi un wow pour nous? Un wow, ce n'est pas un carrousel d'images, ce n'est pas des feux d'artifice, ce n'est pas des photos de toutes sortes décoratives du rocher percé et compagnie. Un wow, pour nous, c'est quand le citoyen trouve l'information qu'il cherche. Facilement. Donc,
Une autre chose qu'on entend, c'est on prend connaissance du projet, on prend connaissance de nos orientations, puis là, les gens nous disent « Martin, on croit à ça, parce que les gens croient toujours à la vertu. » Mais nous, ce qu'on trouve dommage dans votre projet, c'est que ça brime la créativité de nos designers. Parce qu'on ne peut plus mettre toutes sortes de couleurs, on ne peut plus utiliser de photos. On sait que faut se distinguer de l'autre ministère à côté de moi. Donc, je pense que je n'ai pas besoin de vous répéter ce que vous entendez probablement déjà, mais il y a cette question de créativité brimée. Et moi, ma réponse, puis vous pouvez m'applaudir pour cette réponse-là aussi, ma réponse, c'est on va plutôt canaliser cette énergie créatrice, créative-là, vers la compréhension des besoins des citoyens. Parce que ça en prend de la créativité, ça, pour explorer, comprendre, puis ensuite organiser nos trucs de sorte que le citoyen comprenne qu'est-ce qu'on lui dit, trouve ce qu'il cherche, le service, l'information. Donc, ça fait patate comme réponse parce que les gens la créativité pour eux, c'est quelque chose de distinctif. C'est ce qu'on apprend à l'école aussi. Quand on étudie en design, on apprend à se distinguer, mais on oublie que le citoyen qui va au ministère de la Santé un jour, bien, le lendemain, il va au ministère des Transports, puis le surlendemain, son enfant est malade, il se renseigne sur le traitement de la gastro. C'est le même citoyen qui consulte une panoplie d'informations et de services qui proviennent de plusieurs ministères et organismes. Donc, c'est cette idée-là de s'oublier. Oublier, c'est quelque chose là, dans un gouvernement, oublier notre entité administrative et se tourner réellement vers les citoyens. Donc, c'était ça mes deux parenthèses de prendre des décisions basées sur des données probantes. C'est quoi Québec.ca? Je vous fais un bref résumé. Ça, c'est malheureusement encore aujourd'hui notre vitrine numérique. La vitrine numérique du gouvernement. Dans l'élaboration de la stratégie, on a compté plus de 800 sites web ou entités web, puis on a arrêté de compter à 800 pour des questions de santé mentale, entre autres. Et quand on met tous ces élans de création-là un à côté de l'autre, on obtient ce qu'on voit, la belle mosaïque qu'on a à l'écran. Et puis ça, c'est une partie de notre vitrine. Et ce qu'on constate, deux choses principales. Une vitrine complètement éclatée, je pense que c'est évident, mais surtout une vitrine et de l'information et des services organisés en fonction de la structure administrative du gouvernement et non pas en fonction de ce que le citoyen, de ce qui fait du sens pour le citoyen. Puis dans tous ces ministères-là, moi, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui se fout du citoyen. Tout le monde a à cœur le bien-être du citoyen. C'est juste qu'ils ne s'y prennent pas de la bonne façon. Puis, humblement, encore une fois, notre rôle, c'est de les guider vers les bonnes pratiques. Donc, ce qu'on veut, c'est ramasser tous ces sites-là et fusionner l'information et les services dans une seule plateforme unifiée, accessible, conviviale et adaptative. Donc, l'opération qu'on fait, ce n'est pas juste du copier-coller de contenu. On réécrit les contenus, on réorganise les contenus, on élimine 4000 doublons par jour parce qu'on devine que des sujets sont abordés, le même sujet est abordé par plusieurs ministères parfois. Donc, le fait de tout ramasser ça dans une seule plateforme, ça provoque des collisions de contenu où là, par notre responsabilité de gouvernance, bien, on dit bien, ça va être le ministère X qui va être responsable du contenu. On va arrêter de faire des contenus en double, mais on va obliger le ministère X à consulter le ministère Y pour faire en sorte qu'on n'oublie rien dans le contenu. Parce que l'ancienne pratique, c'est eux, ils ont fait un contenu,
mais il manque des trucs, bien, je vais faire un contenu dans mon site. C'est un peu ça le réflexe. Donc, Google indexe toutes ces références-là, puis le citoyen est devant une panoplie de références du gouvernement pour le même sujet. Donc, c'est ça qu'on est en train de faire. Et une fois qu'on intègre les sites, une fois que les contenus sont migrés, on ferme les sites. Puis ça, croyez-moi, ça fait mal. Analogie de lutte. Tantôt, on parlait de se donner la main. Donc, ça, c'est la partie pitch de vente de la présentation. Quelques chiffres. Québec.ca est beaucoup perçu au gouvernement comme une contrainte. De moins en moins, par contre, là, mais au départ, c'était, bon, on est obligé, là, on va fermer notre site, on va migrer dans Québec.ca. Puis nous, on préfère le présenter comme un levier qui produit des résultats concrets. On en voit quelques-uns de ces résultats-là. Le taux de satisfaction des citoyens, l'augmentation du trafic. Quand on prend des contenus dans un site ministériel, on le migre dans Québec.ca, on voit sa popularité augmenter. Puis ça, c'est contre-intuitif parce que la perception, c'est j'aime mieux mon contenu dans mon site plutôt que de voir ce contenu-là être perdu dans un énorme site. Donc, il y a une perception d'abandon de vitrine, alors que dans les faits, ce qu'on mesure, donc données probantes, on le mesure, on voit le mouvement inverse. Le fait d'abandonner son propre site Web contribue à rendre mes contenus plus visibles, même si ces contenus-là sont dans une énorme plateforme. Donc, ça peut sembler paradoxal, mais c'est là que notre collecte de données puis nos analyses nous aident à prouver ça et à répéter ça ad nauseam. 30 de contenu résiduel, je vous disais tantôt, on réorganise les contenus, on enlève les doublons. Gestion de contenu simplifié, c'est difficile à croire en 2023, mais il y a encore, oui, le fax, mais il y a encore des sites web qui sont gérés page par page, sans système de gestion de contenu moderne. Donc, gestion de contenu simplifiée. On a mesuré l'impact financier de ce qu'on fait. Quand on ferme des sites, on ferme des infrastructures, on arrête d'avoir recours à des fournisseurs externes parfois pour gérer des infrastructures, des licences, toutes sortes, on arrive à un impact financier net. Net, ça veut dire qu'on calcule nos salaires, puis on arrive à un impact financier de 25 millions, là où on est rendu actuellement. Donc, grande question, comment Québec.ca est devenu la porte d'entrée appréciée, adoptée des citoyens? Et je suis vraiment désolé de vous ramener à cette époque-là, mais un des événements qui a contribué à l'adoption, vous me voyez venir, à l'adoption de Québec.ca, bien, c'est le fait que durant la pandémie, on est resté fidèle à notre principe de concevoir l'information et les services en fonction des besoins des citoyens. Ça, on est fiers de ça parce que quand il y a une pandémie, maintenant on sait ça, quand il y a une pandémie, il y a aussi une autre épidémie, en plus de la COVID, il y a l'épidémie des bonnes idées. Donc, beaucoup de monde ont plein de choses à suggérer. Je pense qu'ils vont cliquer à gauche, je regarde mon jeune, puis je pense qu'il va cliquer à droite. Il manque ça dans le site, vous devriez faire ça comme ça. Donc, rapidement, on a fait plusieurs rondes de tests auprès des citoyens et on a procédé à plusieurs vagues de refonte parce qu'au départ, la pandémie, le contenu web, c'était une page. Qu'est-ce qu'on fait si on a la COVID? Une page, tout simplement. C'est devenu rapidement une section de près de 1000 pages en quelques mois. Donc, pour éviter que les gens ne s'y retrouvent pas et qu'ils soient tout perdus, on a fait une série d'opérations de test et de refonte. On allait au-devant, on essayait d'aller au-devant des bonnes idées et on accumulait des données probantes, ce qui nous a permis de garder le cap. Puis je pense que ça explique en grande partie aussi
l'adoption puis l'appréciation de Québec.ca. Nous, pour prendre l'analogie de sport à télé, nous, on se disait que Québec.ca était l'antichambre du premier ministre. Donc, après le match, il y a l'antichambre. Quand vous écoutez à la télé, bien, nous, le premier ministre, quand il faisait son point de presse, on voyait la courbe là, de fréquentation de Québec.ca dans le jour. Là. Dès que le point de presse terminait, que les 3 millions de Québécois arrivaient sur Québec.ca pour avoir les détails. Donc, nous, on n'avait pas toujours des détails parce qu'on est en pandémie, on est en crise. Donc, on écoutait littéralement le premier ministre. Puis, j'ai-tu bien compris? C'est pas ça qu'on avait convenu avant le point de presse, mais il y a 2 secondes avant le point de presse où il y a eu des changements d'orientation. Donc, il fallait être très agile, très alerte, mais surtout, il fallait savoir que tout ce monde-là arrivait après, nous amenait un trafic, donc il fallait être au rendez-vous. Je reviens plus loin que ça. 2018, le lancement de Québec.ca, le 5 juin 2018. Quand on fait un lancement, qu'est-ce qu'on fait? On s'intéresse à la réaction, comment ça a été reçu. On va avoir un feedback, on est un peu nerveux, on se lance. Puis les feedbacks qu'on a eus ressemblaient à ça. Donc, on n'était pas très surpris. C'est drabe, il n'y a pas d'image. C'est pas marketing, c'est monotone, pas de personnalité, pas de photos. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que tous ces commentaires-là nous provenaient de l'interne. Nos collègues. Mais c'est important, ça. À l'interne, les gens pensaient ça. Puis là, quand on était à l'écoute des citoyens, on collectait l'information aussi des citoyens, bien là, on avait une autre histoire. C'est facile, c'est dégagé. Ça, c'est tous des vrais commentaires qu'on a reçus pour vrai. C'est dégagé, ça respire. Il y a même des gens qui nous écrivaient « Ah », avec plein de H. Donc, vous voyez tout de suite notre grand défi de UX, notre grand défi de transformation numérique. Tu sais, quand on dit la transformation numérique, ce n'est pas de la technologie, bien, c'est ça pour nous, la transformation numérique. C'est comment faire entendre la voix des citoyens à l'interne. Puis, c'est normal d'avoir un peu cette réaction-là, de ces drabes, machin, parce qu'on veut être fier de notre vitrine. On veut l'aimer, notre vitrine. Puis, malheureusement, c'est pas grave si on ne l'aime pas. Ce qui est important, c'est que les citoyens, eux, l'aiment. Donc, ça, là, c'est un gros bout de chemin à faire. Puis, je pense que comme professionnel du monde du UX, puis je pense que c'est la trame de fond de mon exposé, c'est que le UX est utile pour concevoir des produits qui fonctionnent, avec des tests auprès des utilisateurs, mais sert aussi à convaincre l'organisation et de mobiliser l'organisation dans un mouvement de transformation. Nous, on s'en sert autant pour concevoir des services qui ont du bon sens, mais aussi pour convaincre nos collègues, pour essayer d'abandonner ce truc-là. Donc, défi, réconcilier les perspectives, faire entendre la voix des citoyens, puis adapter nos pratiques, non pas en fonction des opinions, ça, vous savez ça mieux que moi, je pense, là, pas en fonction des opinions, mais en fonction des comportements observés des citoyens. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est immanquable dans un projet en développement, dans un ministère, un organisme. On a dit, bien, est-ce que vous avez consulté les citoyens? Oui, on a organisé un focus group. Puis là, les gens dans le groupe de discussion ont trouvé que ce n'était pas convivial, notre site. Donc, on mesure la convivialité d'un site avec un groupe de discussion. Donc, ce n'était pas tout à fait la bonne pratique. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que l'enjeu de la consultation, de l'implication des citoyens, c'est d'observer leur comportement sans qu'ils aient à prononcer une opinion. Parce que les gens, je n'ai pas besoin de vous expliquer ça, les gens ne sont pas conscients nécessairement des difficultés, où ils ont rencontré des difficultés dans un parcours, combien de temps a pris le parcours, qu'est-ce qui a accroché nécessairement, puis surtout, qu'est-ce qui ferait en sorte
que ça règle le problème. Donc, adapter nos pratiques en fonction des attentes puis du comportement observé des citoyens. Donc, ça, j'en ai fait mention. C'est des choses qu'on entend, que vous entendez certainement aussi. Je me mets à la place des citoyens puis je ne trouve pas ça clair. Je regarde mon fiston avec son téléphone. On devrait organiser un groupe de discussion. Moi, c'est mes préférés. Je vous partage nos pratiques. C'est rien de spectaculaire. Vous connaissez toutes ces pratiques-là, mais on essaie de varier nos pratiques pour varier nos angles d'analyse d'un même phénomène. Donc, on fait des tests utilisateurs, scénarios, on soumet des tâches, on observe l'usager. On a fait des tris de cartes. Donc, on fait beaucoup de tris de cartes. D'ailleurs, jour 1, quand on a lancé Québec.ca, la page d'accueil, il y avait juste quelques pages au lancement, mais la page d'accueil contenait plus d'une centaine de sujets. Il a fallu se questionner comment on organise ces sujets-là. Donc, on n'a pas fait une séance avec un tableau blanc entre nous, experts du numérique. On a organisé un tri de cartes. On s'est dit, le premier geste qu'on pose, il ne faudrait pas qu'il sorte de notre tête. Il faut prouver qu'on fait de la recherche auprès des citoyens. Donc, on a fait un tri de cartes. Donc, ça nous aide pour dire, ministère X arrive dans Québec.ca, puis là, nous dit, moi, je nous verrais dans tel thème. L'accueil, on a une série de thèmes. Ou est-ce que moi, je vais avoir mon thème dans Québec.ca, puis je nous verrais dans ce thème-là, puis ce thème-là, mais il faudrait changer le nom parce que nous, on appelle ça comme ça dans notre ministère. Donc, le fait d'avoir fait ce tri de cartes-là nous a aidé à dire, moi, je ne négocie pas avec toi, pas parce que je suis bête, mais ensemble, on va aller voir ce qui fait du sens auprès des citoyens. Donc, tout compromis qu'on va faire ensemble s'éloigne peut-être de ce qui fait du sens pour les citoyens. Donc, on ne négocie pas ça, puis on avait la crédibilité nécessaire pour faire ce geste-là parce qu'on avait fait un tri de cartes au départ. On utilise Google Analytics, on utilise Clarity. Ça, c'est intéressant parce qu'on voit l'espèce de l'image, diminuer l'attente, adopter les services en ligne. Il y avait un logo là, entouré d'un ovale. Donc, ce n'était pas cliquable, ce n'était pas un bouton, mais ça avait l'aspect d'un bouton. Donc, c'était pas mal cliqué, on le voit. Donc, on est arrivé à l'équipe, on a dit là, il y a des gens qui cliquent sur des pas boutons. Donc, on enlève, on débarque ça. Donc, l'idée de faire des logos, on a une idée ici. Donc, on utilise Clarity. On analyse les statistiques de fréquentation. C'est toutes des choses qui sont assez standards. Et on est beaucoup, quand on dit qu'on est à l'écoute des citoyens, dans chacune des pages de Québec.ca, on est rendu à plus de 10 000 pages. Dans chacune des pages, les citoyens peuvent s'exprimer. Est-ce que c'est utile ou pas? Puis les gens nous laissent des commentaires. Ils laissent toutes sortes de commentaires. Mais on filtre les commentaires qui sont pertinents. On ne prend pas juste les positifs, mais on prend ceux qui nous permettent d'améliorer les choses, puis tout le reste qui sont plus des éditoriaux personnels, on laisse tomber. Donc, en résumé, on fait environ 20 opérations de tests et d'analyse par année. On a une équipe dédiée pour ça. On a un trafic qui se rapproche d'1 milliard de pages vues depuis 2018. C'est du stock. Et ce trafic-là est analysé. Donc, on essaie de voir des tendances, de voir les chemins d'accès, les parcours. Donc, c'est un trafic qui est quand même assez substantiel. Des réactions des citoyens dans le bas des pages, c'est près de 800 000 réactions qu'on compile. Donc, dès qu'on met du nouveau contenu en ligne, on se met à l'écoute tout de suite. Puis on le voit tout de suite si ça ne marche pas. On le voit avec Clarity, on le voit avec les commentaires en bas de page. Donc, on améliore tout de suite le nouveau contenu. Donc, on se met en état de veille. Dès qu'on met de quoi en ligne, on le teste avant de le mettre en ligne. Mais une fois que c'est mis en ligne, on se met en mode d'écoute pendant une semaine ou deux. Et là,
le 80-20, là, le 20 il sort une fois qu'on met les choses en ligne. Il y a des questions qui viennent de nos médias sociaux. Puis, on fait de l'étalonnage, parce que je ne voulais pas utiliser le mot benchmarking, je viens de le faire. Donc, on consulte, on copie tout ce que gov.uk fait, puis on remplace la couronne par un fleur de lys. Mais ce qu'on copie de gov.uk, c'est leur pratique. Ce n'est pas le résultat qu'on voit. Parce qu'il faut faire attention quand on fait de l'étalonnage. On va tout voir qu'est-ce que l'Ontario fait, BC, le gouvernement fédéral. Mais c'est un piège. Vous le savez, c'est un piège d'aller voir le résultat en ligne. Parce qu'ils sont peut-être en train de le revoir, puis nous, on se base là-dessus pour dire, là, Ontario, il met ça à gauche, puis là, on se réveille, puis ils ont tout rénové. Puis, ce n'est pas garanti que ce que nos collègues mettent en ligne a été testé, puis c'est avéré efficace. Donc, peut-être que si on fait du benchmarking ensemble, peut-être qu'on diffuse des mauvaises pratiques parce qu'on s'imite tout le monde. Donc, il faut faire attention à ça. Nous, l'étalonnage, ce qu'on fait, c'est auprès de nos citoyens. C'est ça qui est le meilleur étalonnage, mais humainement, c'est sûr qu'on va voir ce que les autres font. Pas de surprise là, des exemples. Je donne des exemples de constats, de grands constats. C'est de base, ce n'est pas des surprises, mais c'est des grandes surprises pour les non-initiés du numérique, des non-initiés de la com. Donc, des gens qui ont des attentes envers nous, puis qui ont des contenus, des services, la provenance du trafic. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que le trafic vient de Google? Ça veut dire que les gens vont dans Google avant de venir chez nous. Donc, ça veut dire qu'ils font une recherche. S'ils font une recherche, puis que le mot qu'ils recherchent, il n'est pas dans ta page, ça ne fonctionne pas. Si tu veux mettre un titre ça de long avec plein de jargon, puis que la personne, le citoyen cherche un mot très simple, ton contenu n'est pas visible. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que la porte d'entrée des services et de l'information, ce n'est pas québec.ca, c'est Monsieur moteur de recherche. Les appareils utilisés, même chose, mobile, on essaie d'être mobile en premier. Donc, c'est drôle, c'est moins drabe quand on regarde québec.ca sur un appareil mobile. Puis c'est peut-être pour ça qu'il est drabe, parce qu'on l'optimise d'abord pour le mobile. Puis, une fois rendu sur format ordi, bien, c'est sûr qu'il y a plus de blanc qu'on n'est pas obligé de remplir. D'autres idées de constat. La qualité des contenus, c'est l'enjeu numéro 1. Le premier geste, Google. Là, on commence à voir dans nos résultats que les gens nomment québec.ca. Puis nous, on ne voulait pas nécessairement faire connaître québec.ca. Vous comprenez? Nous, ce qui nous intéressait, c'est que les gens trouvent ce qu'ils cherchent. Parce que les gens ne savent pas s'ils vont trouver l'information qu'ils cherchent sur québec.ca avant d'entamer leur recherche. Donc, il y a peut-être du monde qui ont un besoin, qui font une recherche, qui arrivent sur une page de québec.ca, puis ils ne savent même pas qu'ils sont sur québec.ca. Mais ils savent vaguement que c'est sur le site du gouvernement, puis que c'est fiable. Donc, on fait ce parcours-là. Nous, c'est plus 1, mais est-ce qu'ils connaissent québec.ca? On s'en tape un peu, parce que ce qui est important, c'est que les gens soient satisfaits de leur expérience. Mais à cause de la pandémie, sûrement, les gens commencent à nommer. On voit ça dans les études Net Tendance, entre autres, où les gens nomment québec.ca. Ça veut dire que malgré nous, c'est devenu une marque connue et appréciée des citoyens. Bon, les citoyens ne visitent pas les sites par hasard. Ça, c'est toujours une grande surprise. Les citoyens, le samedi soir, les gens ont d'autres choses à faire que d'aller voir des sites du gouvernement. Les citoyens cherchent de l'information, pas des entités gouvernementales. Donc ça, on aurait pu écrire tout ça sans faire de tests, mais nos tests nous amènent à ça. On est capable de prouver ça, puis c'est ce qu'on répète jour après jour. Puis après, on répète d'autres choses pour dire « c'est ça que je voulais dire ». Puis, malgré tout, l'ensemble de l'expérience est satisfaisante pour les citoyens. Donc, c'est des constats qui révolutionnent nos pratiques.
parce que ça change la façon d'aborder la préparation des contenus, la rédaction, le design, ces choses-là. Puis, ce qu'on essaie d'inculquer, ce qu'on essaie d'établir comme dialogue avec les parties prenantes, c'est de leur dire ce sur quoi ils devraient nous questionner puis nous tenir imputables. Donc, ça, on présente cette liste-là à nos clients internes, puis on dit c'est là-dessus que vous devriez nous challenger. Est-ce qu'on trouve nos contenus? Est-ce que les gens comprennent nos contenus? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il y a des difficultés quelque part? On ne l'entend pas souvent, cette préoccupation-là, de la part de nos partenaires. On entend je veux un wow, donc ces choses-là. Mais on essaie de ramener l'échange, le dialogue à ces éléments-là. Donc, dans notre monde, on a ce qu'on appelle l'informationnel, donc les textes, les contenus, puis on a le transactionnel. C'est des systèmes, je m'authentifie, puis je m'achète un permis de chasse. Donc, ça, c'est deux mondes. Qui est responsable de l'informationnel dans les organisations? Les directions de com. En tout cas, c'est le même chez nous. Qui est responsable des systèmes transactionnels? Les TI. Est-ce que ces gens-là se parlent beaucoup? Pas assez. Donc, il y a une notion de vase clos dans les organisations entre l'information et les services. Donc, c'est la prochaine frontière pour nous, c'est de voir comment les citoyens accèdent aux services. Donc, pas de surprise, quelqu'un qui veut acheter un permis de chasse, recherche Google, arrive sur une page de contenu parce que le contenu, c'est super bien référencé, parfois plus que des instances plus transactionnelles, puis de ce contenu très précis, accède à un service très précis. Donc, il faut résister aux élans qu'on a de créer deux espaces. Un espace pour l'information, puis un espace pour les services transactionnels. Je ne sais pas si vous vivez ce truc-là, mais au gouvernement, il y a un élan pour ça, parce que c'est un élan naturel qu'on peut comprendre, communication, technologie. Donc, on devine que ce n'est pas la bonne chose à faire. Ce qu'on essaie d'amener, ce que nos recherches nous démontrent, c'est qu'il faut plutôt optimiser plein de parcours citoyens vers plein de petits services granulaires, plutôt que de les amener dans une plateforme de services. Nous, on dit Québec.ca, c'est déjà une plateforme de services. Tous les services sont répertoriés là, puis on parle des services. Qui est éligible? Ça coûte combien? Quelle date? Quel délai? Donc, très souvent, les citoyens ont un besoin extrêmement précis. Donc, notre défi collectif, c'est d'optimiser plein de chemins d'accès vers les services. Donc, c'est de travailler plus ensemble, les TI et les communications, ce qui amène la notion de vase clos, décloisonner les vases clos. Donc, si vous faites un bingo d'expression à la mode, vous avez un point. Donc, qu'est-ce qui est gagnant, qu'est-ce qui est porteur dans l'accès aux services? C'est de simplifier les démarches administratives. Ça n'a pas rapport avec le web. C'est les lois, les procédures, les étapes. Donc, avant même d'arriver dans le numérique, il y a un processus administratif qui existe, qu'il faut le simplifier, parce que parfois, on essaie de simplifier le processus, mais en simplifiant les contenus qui parlent d'un service. Donc, perte de temps. Optimiser les parcours, arrimer, moi j'appelle ça arrimer les services à Québec.ca, cette idée que la portion informationnelle du service est dans Québec.ca, l'amorce, puis ensuite un chemin direct vers un service en particulier. Adopter ce qu'on appelle le système de design gouvernemental. Donc, on a développé ça au cours des dernières années. Et ça, le système de design gouvernemental, c'est l'élément qui nous fait dialoguer avec les gens de technologie. Unifier mes mon dossiers. Donc, dans chaque service, on a mon dossier,
mon dossier chasse et pêche, mon dossier emploi, mon dossier revenu. Donc, c'est plus mes dossiers. Donc, on essaie de faire un mon dossier gouvernemental, puis il faut résister à l'élan de multiplier les plateformes. Donc, dans le temps, je suis correct, David? Je ne suis pas correct? OK. Hein? OK. Il me reste 1h30. Nous, le système de design, on l'appelle le décloisonneur de vase clos. C'est vraiment l'élément qui est tout simple, qui est un guide de normes d'interface, mais on met aussi nos orientations dans ce système de design-là. Puis, c'est vraiment l'élément qui nous permet de dialoguer avec des gens de technologie. Eux, ils aiment ça, les gens de technologie, avoir des normes, puis c'est un peu paradoxal parce que nous, on est de la communication gouvernementale, puis nos gens de TI nous disent on aime ça avoir des standards, comme ça on peut réutiliser plus facilement. Donc, nous, ce qu'on se rend compte, on le fait, le système de design, pour avoir des services cohérents, accessibles, conviviaux, mais on se rend compte que c'est vraiment notre façon de briser les vases clos à l'interne pour avoir un résultat où tout est cohérent et transparent pour l'usager qui passe de l'informationnel vers le transactionnel. Rapidement, j'arrive à la fin. C'est le graphique le moins scientifique de la journée. Je vous laisse en répétant ce que j'ai dit au début de mon exposé, c'est que l'utilité du UX pour nous, c'est 50 pour concevoir des produits qui ont du bon sens, mais l'autre 50 pour transformer nos pratiques, transformer nos relations entre différentes entités, transformer nos collaborations à différents acteurs au gouvernement. Voilà. Merci Martin pour cette présentation. Oui, tu as été plus long, mais on ne voulait pas t'interrompre, c'était très intéressant. Je pense qu'on était tous très intéressés, accrochés à ta présentation. Et de savoir que le gouvernement a une politique, une mentalité de l'utilisateur, je pense que ça nous fait chaud au cœur, en tant que professionnel de l'UX. Ça fait du bien, hein? À ce niveau-là. Surtout quand on a parlé de fax tantôt. C'est exactement ça. Et je voulais revenir sur une des choses que tu as dit au début. Je suis désolé, je ne parle pas d'IA, mais tant mieux. Je suis content qu'on ne parle pas que d'IA aujourd'hui, parce que les tendances de 2023, ce n'est pas juste l'IA. Il y a d'autres choses, d'autres sujets à parler encore aujourd'hui, et plein de choses sur lesquelles on pourrait parler. On va prendre... On sait c'est quoi ChatGPT. Là. Exactement. On va prendre une question. Si quelqu'un a une question, on va en prendre une. Oui, ah, il y en a deux. Il va falloir vous battre. Non, je rigole. Madame d'abord. Désolé Jean-François. La prochaine. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Alors, moi, je m'interroge un petit peu, en fait, sachant qu'il y a à peu près 50% des gens au Québec qui n'atteignent pas le niveau 3 de la littératie. Est-ce que l'un des chantiers de Québec.ca à l'avenir, c'est aussi la simplification de ces contenus? Oui, on est au courant. On a des outils qui mesurent la littératie, le niveau de littératie d'un texte. Pour nous, ça fait partie de la conception des normes de l'accessibilité, pas juste les normes d'accessibilité web là, du W3C, mais pour nous, la notion d'accessibilité, c'est de produire des contenus plus simples. On y arrive, on simplifie des contenus, mais on est conscient qu'on pourrait faire davantage. C'est comme si on était dans une dynamique de, là, on va tout ramener, puis après, on va optimiser ce qui est là. C'est très long, ce qu'on fait. Ça fait 6 ans, on estime qu'il nous reste 4 ans. On essaie de simplifier le plus possible. On est vraiment très conscient de ça. Et c'est encore là des dialogues avec des gens du légal et des gens de ce qu'on appelle, nous, les secteurs, les experts. Alors, il y a ce dialogue-là aussi à poursuivre. Mais c'est une très bonne question, puis c'est une préoccupation. Mais stratégiquement, le mouvement qu'on est en train de faire, qui va nous permettre de faire un deuxième tour de roue sur l'optimisation des contenus, c'est au moins d'avoir les contenus au même endroit. Parce que là, on a plus d'autorité sur le contenu ensuite. Merci beaucoup, Martin. Comme je disais, on va prendre juste une question. Tu as utilisé ton temps de présentation directement.